Bonsoir tout le monde! Bienvenue au Boc et Bière, bienvenue à la soirée Bistro Brain, Agir pour le climat. Je suis contente de vous voir. Êtes-vous content d'être là? Hey, plus fort, là! Il y a beaucoup de monde dans la salle ce soir, donc on est capable de crier plus fort que ça. Hey! Donc, je m'appelle Laurie Boulanger, si vous voulez tout savoir. Je suis bénévole au Bistro Brain depuis septembre 2023 et je serai votre hôte. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à un événement Bistro Brain? Par main levée, c'est qui la première fois? Christophe, c'est pas vrai, toi. Je sais que c'est pas vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai vu des mains levées que ça fait plusieurs fois que je sais qu'ils viennent. Des menteurs ici dans la salle ce soir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Bistro Brain, c'est un OBNL qui a été fondé en 2017, mais ce n'est pas juste ça. On fait des soirées de vulgarisation scientifique dans des bars comme ça, où il y a de la délicieuse bière qui est servie. Ensuite, Bistro Brain, c'est aussi un balado et une chaîne YouTube. Le balado s'appelle La tête à Papineau, si jamais vous voulez mettre ça dans vos oreilles. Jusqu'à faire le road trip, parce qu'on a aussi des événements à Trois-Rivières, Montréal et maintenant Québec. Ouais! Donc, aux quatre coins du Québec. Bon, désolée, c'était plus drôle sur mes petits cartons que dans ma tête, que du tout. J'aurais dû plus pratiquer. Ensuite, le Bistro Brain, un événement Bistro Brain, c'est 4 présentations de 12 minutes avec une pause de 10 minutes entre les 2 présentations. C'est aussi un quiz à la fin, fait qu'il faut rester attentif. Puis, il y a des prix à gagner. On vous paye quasiment pour venir ici parce que si vous arrivez assez tôt, il y a des consommations gratuites. Ensuite, le Bistro Brain, c'est un OBNL, comme j'ai dit. Donc, on remercie nos collaborateurs de la soirée, qui est le Climatoscope, le Centre universitaire de formation et de développement durable. Le thème fédérateur et unique. Wouhou! Hey, plus fort que ça, là! C'est grâce à eux qu'on est là ce soir! Wouhou! Ensuite, nos commanditaires de la soirée, on a la FIRST, le SAREUS, le REMDUS, le FRQ et Geneviève Laroche. Merci à tous. Et puis, comme toujours, on a le Boc qui est prêt à nous accueillir, bras ouverts et bière qui coule à flot. Wouhou! Donc, là, il faut que je retourne mon petit papier, puis là, je manque de main, je suis désolée. On a des collaborateurs qui sont censés venir nous parler. Là, j'ai mélangé mes petits papiers, je suis vraiment désolée, je suis un peu stressée. Ah! Merci, Gaëlle. C'est-tu Gaëlle qui a dit ça? Oui. OK. Donc, je vais vous laisser Michel Lafleur, directeur du CUF, venir vous parler en premier lieu. Bonjour tout le monde. 2 petites minutes. Donc, Michel Lafleur, Centre universitaire de formation en environnement, programme à l'Université de Sherbrooke. Pour vous dire, on est très heureux. Mes premiers mots, c'est pour remercier le Bistro Brain. Ça fait la 2e fois qu'on vient ici, puis on a adoré notre première expérience, puis on est certain qu'on va adorer la 2e expérience. Déjà, bravo à ceux qui vont venir nous présenter un peu le fruit de leur réflexion, de leur recherche. Ça va être super intéressant. Après ça, 2 petits messages. Si jamais vous êtes intéressé par des études en environnement, venez me voir, venez nous voir. On est quelques-uns du CUF ici. Donc, c'est quoi des études en environnement le plus rapidement possible? Ceux qui veulent être des experts, il faut vraiment avoir une capacité d'analyser un enjeu environnemental du point de vue chimique, du point de vue politique, du point de vue économique et tout ça. Et c'est ça la fondation du CUF, une formation ou des formations interdisciplinaires. C'est 8 facultés au total qui participent à ce programme-là. Donc, on a du premier cycle, si ça vous intéresse. On a du 2e cycle également. Les programmes sont encore ouverts pour le mois de septembre. En plus de ça, si vous voulez une expérience d'1 semaine, on a une école d'été. Ça se fait très bien sur la thématique
du tourisme en milieu urbain qui mêle des activités vraiment de touristique, mais aussi beaucoup, beaucoup d'apprentissage. C'est un cours de 3 crédits qui compte dans le cursus universitaire. Et s'il y a des organisations ici qui ont besoin d'un coup de main pour travailler un enjeu environnemental, on a également une clinique en environnement. Donc, avec nos enseignants, avec des experts, en plus de nos étudiants, on est capable de vous fournir une expertise vraiment de premier niveau pour vous aider. Alors, si jamais vous avez des intentions, des intérêts pour étudier en environnement, venez nous voir. Si vous avez aussi des besoins par rapport à vos organisations, ça peut être une petite OBNL, ça peut être une PME, une plus grande entreprise, dans le secteur public, une municipalité, etc. On a beaucoup d'expérience, puis ça nous fait un grand, grand plaisir de partager tout ce qui se passe au CUF avec vous. Alors, bonne soirée et au plaisir. Merci, Michel. On l'applaudit. Et puis, j'invite aussi Noémie Lefrançois, coordonnatrice du thème fédérateur de recherche en changement climatique et en environnement, à venir nous parler. Bonjour. Donc oui, Noémie Lefrançois, coordonnatrice du long nom du thème fédérateur changement climatique et environnement. Donc le thème fédérateur, c'est un thème fédérateur de recherche. Donc en fait, notre objectif, c'est de fédérer plus d'une centaine de professeurs à l'Université de Sherbrooke et des chercheurs et chercheuses. Donc l'objectif, en fait, c'est de favoriser, de pousser la recherche interdisciplinaire en changement climatique et en environnement. Donc on a fait des événements de réseautage, on a une journée de la recherche une fois par année aussi pour impliquer les étudiants qui s'en vont faire des études au cycle supérieur. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de rassembler tout ce beau monde-là. Puis, on soutient également plusieurs initiatives, dont celle du climatoscope que mon collègue Sylvain va vous parler tout à l'heure. Donc, voilà, bonne soirée. Merci beaucoup, beaucoup à Bistro Brain. Merci beaucoup pour ce beau mot. Donc, sans plus tarder, on commence la soirée avec la diplômée en maîtrise en environnement, Justine Galipeau avec Axe de taxe. En quoi ça touche le Québec? Donc, bonsoir à tous. Merci, Laurie, pour l'introduction. Donc, oui, je suis graduée du CUF à la maîtrise en gestion de l'environnement, durant laquelle j'ai fait un essai sur le marché carbone au Québec. On le sait tous, dans les dernières semaines, mois, il y a assez de discussions politiques sur le sujet. Fait que ce soir, je voulais démystifier 3 questions avec vous. La première étant la différence entre une taxe et un marché carbone, qui sont 2 outils de tarification carbone. La deuxième question, c'est de savoir en quoi ça touche le Québec. Donc, est-ce que les 2 nous touchent? Un des 2, aucun? On le verra plus tard. Et finalement, comment on adapte ces outils-là aux réalités environnementales de demain? Je vous vole le punch, la taxe carbone, ça ne nous touche pas du tout. On va regarder quelques notions ensemble, puis on y arrivera ensuite. Donc, le problème des changements climatiques, pourquoi on parle tant de ça dans les dernières décennies? En fait, c'est que les émissions de GES des humains se sont décuplées depuis la révolution industrielle. Là, je vois que les couleurs sont pas top, mais on voit qu'entre 1850 et 2019, que les émissions de GES se décuplent. La plus grosse portion en bas étant la combustion de combustibles fossiles dans les industries. Maintenant, parlons de l'effet de serre, qui est un phénomène naturel, en fait. C'est quelque chose qui est requis pour que la vie se forme sur Terre. Un effet de serre normal, c'est, comme vous pouvez le voir à l'écran, d'un côté, on a le rayonnement solaire qui arrive à la surface de la Terre. À droite, en orange, on a la Terre qui réémet cette chaleur-là. Puis, la petite courbe verte, en fait, c'est l'effet de serre normal qui permet de garder une partie de la chaleur à la surface de la Terre. Si on n'avait pas l'effet de serre normal, en fait, c'est que la surface de la Terre serait trop froide pour que la vie se forme. Donc, l'effet de serre est requis pour la vie. Mais depuis la révolution industrielle, on parle d'effet de serre renforcé. Comme on peut voir à droite, la différence, c'est que les flèches oranges, en fait, il y en a plus. Donc, comme il y a plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on retient une plus grande partie de la chaleur, ce qui fait que la température de la Terre fait juste augmenter. Dans l'accord de Paris, les différents traités internationaux, on entend beaucoup parler de l'augmentation de la température à la surface de la Terre. En fait, c'est de ça qu'on parle. Donc, chaque incrément de degrés Celsius est vraiment dangereux pour les écosystèmes, la santé humaine et plusieurs autres facettes. Là, vous allez me demander, mais est-ce que tous les gaz sont des gaz à effet de serre? La réponse est non.
Ça prend une certaine forme, une certaine conformation, disons, pour qu'un gaz puisse trapper puis réémettre la chaleur dans l'atmosphère. Je vous présente les 3 gaz à effet de serre les plus importants dans l'atmosphère. Le premier étant le dioxyde de carbone, donc le CO2. Lui, il va être émis majoritairement par la combustion de combustibles, comme je parlais tout à l'heure, donc l'essence, le propane, diesel, tout combustible. Donc, c'est le secteur des transports, les industries qui vont être les plus émettrices. Ensuite, on a le méthane, donc le CH4, qui est, lui, émis par la digestion des ruminants, mais aussi par les modes de gestion des matières organiques. Donc, quand on enfouit la matière organique, en fait, elle va produire du méthane parce qu'elle va se décomposer sans apport d'oxygène. Le dernier gaz à effet de serre, c'est l'oxyde nitreux, le N2O. Lui, il est émis, en fait, quand on épand des fertilisants chimiques dans les sols, c'est que les bactéries vont décomposer l'azote, donc le N de notre formule chimique, en N2O qui va être émis dans l'atmosphère. Pour simplifier, en fait, quand on fait des quantifications, quand on comptabilise les GES, au lieu de parler de CO2, CH4, N2O et tous les autres gaz à effet de serre, on regroupe ça sous la notion de CO2 équivalent. En fait, c'est qu'on regroupe, on compare tous les GES au CO2, qui est celui qui, simplement, là, qui réémet le moins de chaleur dans l'atmosphère. Donc, disons, une unité CO2 va équivaloir à une unité CO2 équivalent. Tantôt, je parlais du méthane. Donc, une unité méthane va être comparable à 28 unités CO2. Ça veut dire que le méthane émet 28 fois plus de chaleur dans l'atmosphère que le CO2 en est capable. Puis, si je prends le N2O, ben lui, il a un pouvoir de 265 fois plus fort que le CO2. Cette notion-là est importante pour les outils de tarification carbone. Donc, on y arrive. On va différencier ensemble la taxe et le marché. Donc, au Canada, on parle de la taxe carbone. C'est un outil de tarification qui est basé sur le prix. Ça veut dire que le Canada dit aux entreprises qu'à chaque année, les CO2 équivalents vont valoir un prix fixe. C'est un prix à la tonne de CO2 équivalent. Pour vous donner une idée, moi, je ferais 20 trajets Montréal-Sherbrooke avec ma voiture, ça émet 1 tonne. Donc, une usine peut facilement en émettre des milliers. Donc, en 2025, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais la tonne de CO2 équivalent coûte 95 $ à une entreprise. Et les entreprises savent déjà qu'en 2030, la même tonne de CO2 équivalent va leur coûter 170 $. Donc, c'est une façon pour les inciter à réduire leurs émissions de GES sans limiter, disons, la quantité qu'ils peuvent émettre. Donc, ça, c'est pas mal le résumé de la taxe carbone, alors que le marché est un petit peu plus complexe, mais ça va bien aller. Le gouvernement du Québec, lui, il fixe une limite. C'est-à-dire que le gouvernement a des objectifs environnementaux et avec cet objectif-là, il va dire à chaque entreprise qui est assujettie quelle quantité elle a le droit d'émettre par année. Une entreprise va être assujettie au marché carbone si elle émet au moins 25 000 tonnes de CO2 équivalent. Donc, par la loi, elle est obligée de s'y conformer. Mais une entreprise qui émet entre 10 et 25 000 tonnes de CO2 équivalent pourrait le joindre volontairement. Il y a certains avantages dans lesquels je ne m'avancerai pas ce soir, mais c'est ça. Une entreprise peut y adhérer volontairement dès qu'elle touche le 10 000 tonnes. Donc, c'est ça. Le gouvernement va dire à chaque entreprise la quantité qu'elles ont le droit d'émettre. Puis là, à l'écran, j'ai mis un exemple. Disons qu'on a 2 entreprises qui ont la même limite, représentée par la ligne en pointillé rouge. Bien, l'usine de gauche a émis une partie en rouge qui est plus grande que son plafond, donc qui dépasse sa limite. Puis l'usine à droite, elle a émis une partie en bleu de moins, donc elle se retrouve avec un surplus d'émissions. Donc, à la fin de l'année, l'usine de gauche va pouvoir, par exemple, acheter les crédits de l'usine de droite pour être conforme à son plafond. Pourquoi une usine serait conforme? C'est que si elle ne se conforme pas à chaque année, elle va payer des amendes qui peuvent être jusqu'à 3 fois plus élevées que le prix qu'elle paierait pour se conformer au marché carbone. Donc, en gros, ça ressemble à ça. La grosse différence, c'est que la taxe, c'est le prix, mais le Canada ne fixe pas de limite aux entreprises, tandis que le Québec, c'est vraiment par le plafond, puis un prix va émerger entre les entreprises. C'est jamais le gouvernement du Québec qui va nommer le prix de la tonne de CO2 équivalent.
On va prendre un petit exemple ensemble, ça va vous aider à illustrer la différence entre les deux. On aurait une PME qui émet 10 000 tonnes de CO2 équivalent et une multinationale qui en émet 50 000. Donc, au Canada, disons qu'on a ces deux entreprises-là en Saskatchewan. Chacune va comptabiliser ses émissions à la fin de l'année. Le gouvernement va leur dire « Parfait, tu me dois 95 $ la tonne en 2025 ». On s'entend, le total, il ne sera pas pareil. Chacune va avoir son propre total, mais son prix à la tonne, il va être le même. Maintenant, disons que nos industries sont à Sherbrooke. La PME émet 10 000 tonnes de CO2 équivalent. Donc, tant qu'elle ne se conforme pas, qu'elle n'adhère pas de façon volontaire au marché carbone, elle n'a pas de compte à rendre au gouvernement du Québec en matière de crédit carbone. Par contre, la multinationale qui en a émis 50 000, elle devra s'assurer d'être conforme à son plafond. Donc, comme je le disais tantôt, si elle a un surplus, elle pourra le vendre à quelqu'un qui en aurait émis plus, puis elle aurait des fonds pour faire, par exemple, des projets de réduction de gaz à effet de serre. Mais si elle se retrouve au-dessus de son plafond, bien, elle pourra utiliser les différents mécanismes pour se conformer au marché carbone. Maintenant, on arrive au consommateur, parce que j'en ai pas parlé, mais le consommateur aussi a une certaine redevance au niveau de la taxe et du marché carbone. Donc, le consommateur, disons que moi, je suis en voyage en Saskatchewan, je mets de l'essence dans mon auto. Là, j'ai pratiqué ma présentation avant hier, mais depuis hier, je ne paye plus. Mais avant hier, j'aurais payé 20 sous à peu près par litre d'essence qui serait allé directement dans les fonds de la taxe carbone. Donc, c'est cette taxe-là que M. Carney a abolie hier. Au Québec, on paye aussi une certaine redevance carbone, d'une certaine façon. Je crois qu'en 2025, c'est autour de 14 sous le litre. Je ne suis pas certaine. Mais la différence, c'est que ça ne va pas directement au gouvernement. Ça passe par l'entreprise qui va avoir fabriqué le combustible. On a plusieurs entreprises en sol québécois qui fabriquent du gaz naturel, de l'essence. Bon, eux vont collecter notre redevance carbone, puis à la fin de l'année, ils vont se conformer au gouvernement du Québec par le marché carbone. Donc, nous, on n'est pas touchés par l'abolition de la taxe carbone canadienne. Donc, je pense que j'ai réussi à répondre aux deux premières questions avec vous. La troisième, c'était de savoir comment s'adapter aux réalités environnementales. Je remets mon diagramme du début. On voit que les émissions de GES ne font qu'augmenter. Puis, les outils de tarification carbone existent depuis, le plus vieux existe depuis 20 ans. Donc, on peut voir que ce n'est pas encore tout à fait au point. La réponse vague et large, c'est de faire de l'amélioration continue. Disons, le gouvernement du Québec essaye encore de régler des problèmes d'il y a 5 ans dans son marché carbone, puis on voit que le fonctionnement n'est pas encore adapté à ce qui s'en vient. Donc, les objectifs de 2030, pour l'instant, on n'y arrive pas ben. Fait que c'est de faire de l'amélioration continue en pensant aux prochaines décennies. J'espère que vous avez compris, que j'ai réussi à vous faire comprendre la différence entre ces deux outils-là qui sont très importants au Québec, au Canada, puis qui font la une en ce moment. Donc, je suis prête à prendre vos questions. Merci. Merci, Justine. C'est très intéressant. Merci. Oui, il y a un micro à l'arrière parce qu'on veut entendre vos belles voix sur notre enregistrement YouTube. Sinon, Justine, juste répéter les questions. Justement, parce qu'on veut avoir la voix sur YouTube. Oui, à la belle personne au micro. C'est un peu plus sérieux sans la bière. Hein. Moi, j'avais un peu une question, commentaire, on va dire ça comme ça. Donc, pour moi, la taxe carbone et le marché de carbone, accessoirement, c'est le plus bel outil qu'on a actuellement pour arriver à gérer la crise climatique. Mais c'est un outil qui est compliqué quand on ne l'explique pas. Et j'ai l'impression, j'aimerais savoir un peu ta vision là-dessus, que mettre en place un outil comme ça sans avoir de la communication, mais faite derrière, ça donne un peu des tragédies comme on est en train de le vivre maintenant. Et avec cette sous-question de se dire « Oh mon Dieu, je crois qu'on a grillé un des meilleurs outils qu'on avait par défaut de communication. » Donc ça, c'était un peu ma vision à moi-même dans ma chambre. Donc je voulais savoir ce que tu en pensais. Merci. Oui, en effet, si je peux donner... je me suis beaucoup documentée sur celui au Québec, il faut dire, durant mon essai. Mais oui, ça avait été des discussions sur 3, même 4 ans, avant même que le marché voie le jour en 2013, si je ne me trompe pas. Puis même au début, c'était supposé regrouper plusieurs provinces et États américains.
Donc, en effet, c'est hyper compliqué de mettre ça en place. Puis maintenant que ça fait 10 ans qu'il est mis en place au Québec, ça serait, pour moi, personnellement, je trouverais ça vraiment dommage qu'il soit aboli, disons, en l'espace de quelques mois. Parce que, justement, le mettre en place puis le faire rouler comme il faut, ça a pris plusieurs années. Fait que je suis complètement d'accord avec toi. On a une question directement à l'avant, fait qu'on va donner mon micro à la personne à l'avant. Je sais pas si ça va faire un feedback. Loïc? Lève-toi, Méliane. Viens me voir. OK. En fait, je me demande, j'ai 2 questions, mais premièrement, ça veut dire qu'au Québec, il n'y a pas de prix à la tonne de carbone, juste au Canada. Fait que nous, on a juste le plafond, puis après le plafond, on doit payer, c'est ça? Tu parles en tant que consommateur? Non, mais l'entreprise, mettons, ah oui, désolée. OK. Ouais. Oui, tu veux-tu poser tes 2 questions? Vas-y. Okay. Ben, en fait, c'est que, là, c'est ça, j'ai passé rapidement dans le fonctionnement, mais il y a, en fonction du secteur d'activité, donc, disons, les pâtes et papiers, aluminerie, production de combustible, il y en a certaines entreprises qui vont avoir plusieurs droits d'émission gratuitement, puis c'est ça, une fois qu'ils dépassent, ils paieraient. La raison de ça, c'est que les marchés qui sont internationaux, ben, comme ils ne peuvent pas monter le prix de vente de leurs produits, le gouvernement les aide, disons, en mettant une certaine partie gratuite. Fait que c'est ça, ça dépend des secteurs. OK, tu as comme répondu à ma deuxième question en premier, mais en fait, c'est que, parce que tu disais, au Canada, il y a un prix à la tonne. Oui. Pas au Québec, c'est ça? Non, c'est ça. Il y a juste le dépassement qui va être pénalisé. Oui, bien, en fonction de la demande, disons, parce qu'il va y avoir un restant. En fonction de la demande, c'est là qu'un prix va émerger. C'est celui qui cote, là, qui fait... C'est littéralement un bêté sur des crédits carbone. Celui qui va mettre le plus haut prix, ça va donner le prix de tout le monde. Fait que le prix émerge entre les entreprises versus au Canada, c'est ça, c'est eux qui fixent le prix. On a le temps d'une petite dernière question. Au micro. Oui, alors c'était en 2, c'est juste savoir comment ça s'est passé pour qu'il y ait 2 systèmes, un différent pour le Québec et le Canada. Et ensuite, c'était savoir, par exemple, si il n'y avait plus de crédit carbone disponible sur le marché, que tout a été vendu, comment ils font pour fixer les prix en disant, bah toi, tu as droit à tant de crédit carbone par entreprise. En fait, si je ne me trompe pas, c'est le Québec qui a amorcé des discussions en premier. Puis par la suite, le Canada a fixé un genre de seuil là, de qu'est-ce que les provinces doivent respecter. Donc, nous, on est au-dessus largement du requis minimum du fédéral. C'est pour ça qu'on est resté séparés. Donc, on offre encore la possibilité à d'autres provinces de se joindre, mais préfèrent respecter le seuil minimum du Canada. Donc, c'est pour ça que c'est 2 systèmes séparés. Puis, pour la question de s'il manque de crédit, en fait, c'est pas encore arrivé. Puis, il y a d'autres mécanismes pour mettre des crédits sur le marché. Par exemple, des personnes physiques qui pourraient faire des projets de réduction de gaz à effet de serre et vendre leurs crédits. Ça s'appelle des crédits compensatoires. Fait que, il s'est jamais arrivé qu'il y en ait manqué, c'est ça la réponse, mais il y a quand même d'autres mécanismes pour assurer qu'ils soient conformes. Et merci beaucoup, Justine. Oui. Merci. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, nos présentateurs de la soirée sont toujours libres dans la salle. Là. Ils peuvent répondre à vos questions même après leur présentation. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Là. Ils sont très, très ravis de répondre à tout questionnement. J'ai répété question vraiment trop souvent. Désolée. Donc, prochaine présentation, on a l'étudiante en doctorat, étudiante doc en génie chimique, Sabrina Baya-Karakash, avec Transformer un déchet, un super allié pour les carburants propres. Oh, non, c'est... Ah oui, merci. Désolée. Et voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Donc, je m'appelle Sabrina, comme la présentatrice l'a dit. Donc, je suis actuellement à ma dernière année de doctorat en génie chimique à la faculté de génie. Et mon projet de recherche concerne la production de carburant propre. Donc, comme on le sait tous, brûler du pétrole et du charbon émet du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Ce gaz-là est responsable au réchauffement climatique. Parmi les secteurs qui émettent le plus le CO2,
On a tout ce qui est raffinerie avec 27% d'émissions et le secteur de transport qui émet aux alentours de 24% de CO2. Donc là, pour réduire les émissions du CO2 de nos voitures, on essaye de produire des carburants non issus de ressources fossiles, on essaye de produire des carburants à partir de biomasse. Donc les deux types de carburants à partir de biomasse, on a les carburants de première génération et les carburants de troisième génération et de deuxième génération. Donc les carburants de première génération, c'est des carburants qui sont issus de sources alimentaires, comme le maïs. Le souci c'est que ça rentre en compétition avec tout ce qui est alimentation. Donc ça affecte la sécurité alimentaire. Donc on vise plus à aller vers les carburants de deuxième génération qui sont issus de sources non alimentaires comme le bois. Un autre problème ici au Québec, c'est qu'on a beaucoup de sols pollués. On a environ 1900 terrains pollués ici au Québec. Certains de ces sols-là sont contaminés en métaux lourds. Donc, pour pouvoir résoudre la thématique du carburant et ainsi que dépolluer les sols, on vise à cultiver des plantes qui sont de sources non alimentaires dans des sols contaminés pour produire du carburant. Alors, comment on fait ça ? La première étape du projet est de cultiver des plantes qui ont un haut pouvoir d'accumulation. On a par exemple le mycanthus, le sorgho et le panique érigé. Donc ces plantes sont plantées dans des sols et ils vont se nourrir de ces métaux-là. En gros, grâce à leurs racines, ils vont pouvoir absorber des métaux, comme un aspirateur qui aspire en fait la poussière. Donc une fois que les sols sont dépollués, et que les plantes atteignent maturité, elles vont être cultivées pour être valorisées en carburant. Donc, comment on fait ça ? En fait, imaginez juste un barbecue. En fait, on va juste brûler ces plantes-là pour produire 3 produits. On a du charbon qui peut être utilisé. Ce charbon-là va être concentré en ces métaux. Il peut être utilisé pour le traitement des eaux polluées. L'huile, quant à elle, a des caractéristiques similaires au diesel de nos voitures. Tandis que le gaz, moi, je le valorise encore en carburant. Donc, pour cela, j'utilise une poudre magique qu'on appelle dans notre jargon catalyseur. Cette poudre-là va permettre de maximiser ma transformation en gaz en carburant. Donc, ce gaz est composé de plusieurs composés qui vont se combiner comme des Legos qu'on va assembler pour produire une longue chaîne d'hydrocarbures, appelée carburant. Donc, c'est à ça que ressemble un carburant dans la chimie. Donc, quand on dit coupe essence, ça veut dire que c'est une chaîne d'hydrocarbures avec un nombre de carbone entre 5 à 12. Donc, l'essence, c'est un hydrocarbure plus léger que le diesel, qui a un nombre de carbone de 13 à 20%. Donc, tout cela se fait dans un vaisseau. Donc, ce vaisseau qu'on appelle en général réacteur. Donc, rassurez-vous, ça ne ressemble pas au réacteur nucléaire. C'est à ça que ressemble mon setup. En gros, on a une alimentation d'un gaz. Le vaisseau, en fait, c'est comme une cocotte minute à la maison. Ça fonctionne à haute température et à haute pression. Puis après, dès que la réaction se passe, on récupère nos liquides, on les condense et on les récupère. Fait que le truc le plus important ici, c'est vraiment le catalyseur, cette poudre-là. Cette poudre-là, elle va permettre d'accélérer la réaction, de maximiser le rendement en produit, aussi de sélectionner le type de carburant qu'on veut. Est-ce qu'on veut plus de l'essence? Est-ce qu'on veut plus du diesel? Actuellement, ce qu'on cherche à produire, c'est plus le carburant pour l'aviation. Fait que c'est quoi un catalyseur? En fait, un catalyseur, c'est juste une poudre qui est composée d'un métal. Donc, est-ce que vous vous rappelez un peu du tableau Mendeleïev périodique? Ouais, tout le monde le déteste, je sais. Mais en fait, c'est du cobalt et du fer qu'on va supporter sur une autre poudre qui, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va juste donner une résistance à la chaleur pour éviter que le catalyseur ne fonctionne plus bien. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'on peut valoriser des déchets alimentaires non organiques qui ne sont pas utilisés pour la production du méthane, mais qui sont juste enfouis. Au lieu de les enfouir, nous, on les valorise comme support. Donc, comment ça se fait la synthèse du catalyseur? En fait, c'est juste comme une recette de cuisine. En fait, on suit des protocoles vraiment basiques où on produit une sorte de pâte
qu'on va sécher, donc chauffer à une température de 100 degrés pour retirer l'eau, broyer, puis chauffer encore plus pour retirer d'autres produits. Donc on passe d'une pâte violette à quelque chose, à une poudre complètement grise. Donc finalement, j'arrive à produire ce type de carburant qui contient aux alentours de 40% d'essence, 30% de diesel, un peu de carburant gazeux comme le métal, et le reste, c'est les produits non désirés. Donc avec cette approche-là, on n'essaye pas de trouver que des thématiques environnementales, on essaye de définir complètement une nouvelle option de produire de l'énergie et de la consommer. Donc pensez-vous qu'on pourra franchir le pas et produire nos carburants à partir de plantes ? Merci pour votre attention. Merci Sabrina. Sais-tu à quoi ta présentation me faisait penser? Oui, tu le sais? Ça me faisait penser au docteur là, dans Retour vers le futur, là, quand il met les déchets dans sa DeLorean. J'aimerais vraiment que ma Toyota fasse ça. Ça me coûterait vraiment moins cher d'essence. En tout cas, bref. C'est le temps des questions, tout le monde. Ne soyez pas gênés. Méliane est déjà à côté du micro. Ah, OK, non, on va laisser la chance au prochain. Moi, je me demandais, le coût carbone, en fait, de la construction de ce gaz-là, ça va coûter combien environ? Je n'ai pas encore des statistiques là-dessus. On a un collègue qui fait un doctorat justement pour définir en fait combien de CO2 pourrait être émis et combien le coût serait de faire une unité pareille. En fait, le problème avec la biomasse, c'est que ça requiert beaucoup plus d'énergie pour pouvoir la transformer. Et aussi par rapport au transport, le transport aussi, ça influence aussi les émissions du CO2 de transporter la biomasse des sols vers l'usine. Parfait, merci. Méliane. OK, j'ai la question qui tue. Il y a des entreprises en ce moment qui font déjà ça, exactement comme vous avez dit, là, peut-être pas exactement avec des plantes qui font de la phytorémédiation. Fait que la différence que je vois entre ce qui se fait en industrie en ce moment, ça serait l'élément de phytorémédiation. Est-ce que les métaux lourds qui sont pris dans les plantes seraient revalorisés ou seraient redivisés en fait par affinité ou quoi que ce soit pour qu'on puisse ensuite les utiliser autrement dans ce type de projet-là? En fait, le charbon, en fait, quand on fait la pyrolyse, le charbon va être concentré en ces métaux. Le charbon peut être soit utilisé comme poudre de catalyseur ou il peut être aussi testé pour le traitement des eaux polluées, par exemple. Puis c'est comme ça que les métaux qui sont dans le sol, en fond, vont être revalorisés en étant dans la partie carbone. En fait, les métaux, ils peuvent être actifs, on va dire, juste pour la catalyse, pas pour l'absorption de... Non, mais je veux dire, pas le métaux comme étant catalyseur, mais le métaux comme étant dans la plante que vous avez utilisée à la base. En fait, la plante va absorber ces métaux-là, mais en fait, après, on fait de la pyrolyse, on brûle ces plantes-là, et c'est le charbon qui devient riche en ces métaux-là. OK. Fait qu'il est réintroduit dans le cycle humain. Exact, okay. Oui. Merci. On a le temps encore pour quelques questions, donc soyez pas gênés, ou soyez-le. Ah, oui, en avant. Une question par rapport au processus. Est-ce que vous avez essayé de faire une analyse de cycle de vie comparée avec carburant classique? Justement, c'est toujours en cours. On a un collègue qui fait totalement un doctorat là-dessus. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc les gens sont gênés ce soir. Donc, on va dire merci à Sabrina. On l'applaudit. C'est maintenant le temps de la pause. C'est le temps de rafraîchir vos bières. Et puis, on vous donne 15 minutes. Et ce ne sera pas bien long. On se revoit à 6h05, si j'ai bien lu ma montre et si j'ai bien vu. C'est ça? 6h05? Parfait. Donc, bonne pause. Rebonsoir tout le monde! Avez-vous eu l'opportunité d'aller vous chercher de la bière ou vous êtes tous en file?
Ah, OK. Bon, parfait. Personne ne me répond. C'est correct. Moi, j'ai même pas eu le temps d'aller chercher ma bière encore. C'est tellement triste. Mais bon, c'est la vie. C'est ça que ça fait quand on est hôte. Bon, donc, j'invite sur scène pour un petit temps de parole Elisabeth Cazot, conseillère en biodiversité à l'Université de Sherbrooke. Wouhou! Ben oui, on l'applaudit. Donc, bonjour tout le monde. Comme vous avez pu voir, on est tous des partenaires de l'Université de Sherbrooke ce soir. UDS represent, je pense que... Ouais? Yes! C'est bon! Donc, moi, je représente plus le volet institutionnel, administratif de l'université. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on est une université carboneutre. Donc, pour nous, le climat, c'est quelque chose qui est vraiment important. Pour ceux qui sont un peu initiés dans la salle, je vais peut-être dire des... en tout cas, pour ceux qui ne le sont pas, vous viendrez me voir si jamais vous voulez jaser des mots un petit peu plus complexes que j'aurais dit, mais... On est carboneutre pour notre scope 1 et 2 grâce à une réduction de nos émissions de 78 %, ce qui est vraiment bon pour une institution, puis on fait de la compensation pour le reste. Puis notre scope 3, dans le fond, on travaille activement dessus, plus en faisant de la sensibilisation. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Le scope 3, c'est celui qui vous concerne, les gens qui viennent à l'université. Donc, une des actions qu'on pose à l'université, c'est de mener un groupe de travail de mobilisation pour le climat et la biodiversité, que j'ai la chance de coordonner avec le vice-rectorat à l'administration et au développement durable. Puis donc, c'est pour ça ce soir qu'on est présent. Puis une de nos actions qu'on fait dans ce groupe-là, c'est de travailler avec Unic/Unicé. Moi, je dis Unicé, tu dis Unic. Cette chose, qui est un regroupement, dans le fond, international mené par l'Université Laval, puis qui rassemble toutes les personnes étudiantes qui s'intéressent aux actions climatiques. Donc, si vous êtes étudiante à l'Université de Sherbrooke, vous pouvez devenir membre de ce réseau-là, puis parler avec des personnes à travers le monde, puis agir de manière concertée. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on fait, toutes sortes d'actions pour mobiliser notre communauté à l'université, au climat et à la biodiversité. Donc, si jamais vous avez envie de jaser de ça avec nous, j'ai la chance d'être accompagnée avec Rémi, j'ai Cécile qui va parler tantôt. Donc, venez nous voir, on est dans le milieu, là. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous autres. Fait que, bonne soirée! Merci beaucoup. Et puis, on enchaîne déjà avec Sylvain Vigier, coordonnateur du Climatoscope. Hey, on applaudit, là? Comment? Non, mais c'est pas moi la star, hein. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment impressionné de voir autant de monde ce soir, autant de monde intéressé par la vulgarisation scientifique et les questions en lien avec le climat. Pourquoi? Parce que moi, ma salade à vendre, une salade à vendre gratuite, ça s'appelle le Climatoscope. Le Climatoscope, on est un projet de vulgarisation scientifique dans toutes les disciplines de recherche, donc aussi bien le génie, que vous avez pu voir tout à l'heure, mais le droit, les sciences politiques, la santé, tant que ça touche à la question de la recherche en lien avec les changements climatiques. Et comment on réalise ces objectifs de vulgarisation? Entre autres, voilà ma salade, par cette revue donc, qui s'appelle Le Climatoscope. Ça, c'est celui de l'année d'avant. Ça, c'est le dernier en date. On a une revue annuelle. C'est une revue qui est révisée par les pairs. Donc, pour ceux qui font un peu de recherche, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand les auteurs envoient leur article, d'autres scientifiques qui n'ont aucun rapport avec les gens qui ont fait cette étude relisent l'article, l'évaluent et disent oui, effectivement, c'est conforme à ce que la science reconnaît comme validité. Oui, ah non, peut-être que vous devriez faire comme ça. On fait des corrections et ça permet d'améliorer, de vraiment bonifier les textes. Donc ça, c'est quand même une garantie de véracité et je dirais, de qualité des articles. J'en profite parce que je suis sûr qu'il y a des étudiants et des étudiantes parmi vous en sciences en général, dans toutes les disciplines. Quand je dis en sciences, je ne pense pas nécessairement aux sciences dures. Le Climatoscope, donc, est à la recherche toujours d'articles proposés avec son comité de révision, son comité de lecture. Donc, allez voir sur notre site climatoscope.ca pour avoir toutes les informations pour soumettre des articles et participer à la diffusion générale de la science sur les changements climatiques. Si vous souhaitez feuilleter la revue est gratuite, disponible sur notre site web, en PDF, en article HTML, ou nous la vendons dans ce beau format papier. Elles sont disponibles là-bas, au moins si vous voulez les feuilleter et ensuite les prendre gratuitement sur le web.
En plus de ça, le Climatoscope, ça n'est pas qu'une revue, c'est un peu notre slogan. On organise aussi, puis là, c'est pour ça que je suis content de voir autant de monde, on organise aussi des bars des sciences. Qu'est-ce que c'est un bar des sciences? C'est un bistrobrain qui n'est pas le bistrobrain, mais qui est celui du Climatoscope. En gros, c'est ça. Vous venez, on a des thématiques de recherche. Juste pour vous dire, au mois de mai, on n'a pas encore arrêté la date, mais autour du 15 mai, on va le dire comme ça. Vous pourrez toujours voir nos informations sur notre site. On va organiser un bar des sciences sur la question du tourisme et des changements climatiques. Ouais, vous comprenez un peu l'enjeu, le transport, le déplacement, la réalité aussi du fait que certains sites touristiques sont en train de disparaître. On peut penser aux zones côtières, par exemple. Donc voilà, on invite des chercheurs, des chercheuses à présenter leurs travaux de recherche de manière vulgarisée. Le public est là pour justement poser ses questions, rencontrer les chercheurs. On essaie de faire ça de façon sympathique et conviviale. On est partenaire on a un partenariat avec le Musée des Sciences, donc de nombreux de nos événements se passent au Musée des Sciences. Vous savez, la bonne nouvelle, au Musée des Sciences, ils vendent aussi de la bière. Donc, au plaisir de vous recroiser. N'hésitez pas à venir me chercher pour aller regarder un peu les revues. Merci. Et merci beaucoup. Donc, on poursuit cette soirée, mais avant, je veux dire... faut applaudir parce que là, on est 127 ce soir. Puis là, je trouve que vous applaudissez pas comme un public de 127 personnes. Fait que là, faut applaudir la prochaine personne pour un public de 127 personnes, si vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas. Donc, prochaine présentation. On est Sylvain Bernard, étudiant en doctorat à... Ça? J'ai entendu rire. Bédard, excusez-moi, étudiant en doctorat en philosophie pratique, Odyssée immersive aux confins du déni. Donc, on applaudit pour 127 personnes. On était sur des petites consignes de dernière minute. D'ailleurs, on m'a spécifiquement demandé de ne pas lécher le micro. Il se passe des choses dans les Bristol Brain. On ne se douterait pas. Bon, donc là, pour voir ce qui se passe, là, c'est le fun. Je suis rendu loin dans ma présentation. Qui a décidé que j'en coupais la moitié? C'est-tu moi qui ai pesé sur le bouton? Est-ce que vous pouvez la recommencer à la première slide ou c'est moi qui ai le contrôle? Ah! Ah ah! C'est mieux. Ça commence bien, n'est-ce pas? Puis là, je vous fais apparaître le titre. Il est un peu compliqué, mais j'avais envie de faire funky. Donc, c'est vraiment un voyage que je vous propose. Fait que, normalement, j'improvise, je suis même pas si pire, mais là, ce soir, j'ai décidé de m'en tenir à un texte parce que je vais vous faire vivre quelque chose de très précis qui demande l'utilisation d'un vocabulaire très précis. Ça va être une expérience immersive. Mais avant de se lancer là-dedans, j'aimerais voir à main levée, là, juste pour avoir une idée, combien il y a de climato-sceptiques dans la salle ce soir. Si vous n'aimez pas le terme, ça peut être dénialiste aussi, ou je vais vous expliquer un peu plus en détail c'est quoi, mais bref, vous ne pensez pas qu'il y a des changements climatiques? Non? Ça participe pas fort à soir, hein? OK. Ouais, peut-être. Peut-être, vu de même. Moi, je vous fais un aveu, moi non plus, mais ce soir, je vais faire comme si. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je m'écrive un texte, parce que j'aurais de la misère à l'improviser. Puis, pour faire ça... Ah oui, je savais que le micro, ça fait des p. Je suis pas très habitué avec les micros, je m'excuse d'avance. Pour faire ça, je vais m'inspirer de mon travail. Je m'appelle Sylvain Bédard, je suis coordonnateur scientifique de la chaire UNESCO-PREV. Ça, c'est son nom court, était à l'EPA, ici à l'Université de Sherbrooke. Son nom long, c'est en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. On travaille sur des sujets sympathiques comme la désinformation, le conspirationnisme, la violence politique, la droite radicale. Bref, on s'amuse. On a de quoi travailler, d'ailleurs, malheureusement, ces temps-ci. Puis donc, je vais partir de ça pour vous faire vivre une expérience immersive. Alors, cette expérience-là, c'est pas la mienne, c'est probablement pas la vôtre non plus, mais c'est celle de plein de monde
qui disent des trucs du genre « la planète se réchauffe pas » ou « c'est pas de notre faute » ou « on peut rien faire ». On peut être d'accord ou pas avec eux autres, mais moi, honnêtement, au risque de vous surprendre, je les trouve surtout chanceux. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je le sais, le climat se dérègle, que c'est grave, que c'est pas de notre faute, puis qu'il faudrait faire quelque chose. Mais honnêtement, on dirait que plus je le sais, plus je suis comme tanné de le savoir. Puis ça donne quoi, anyway, de savoir tout ça? Ça donne que chaque fois que je vois passer des trucs sur les changements climatiques, je me sens mal. Mais je les lisais avant, puis là, je les lis de moins en moins, honnêtement. On dirait que je suis fatigué de savoir. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Fait que l'autre jour, je suis tombé sur un texte qui disait que le climat changeait pas tant que ça, puis que c'était pas si grave que ça. Puis là, ça m'a surpris parce que, malgré tout ce que je sais sur l'urgence climatique, j'ai comme senti à quelque part ici, là, un genre de soulagement. C'était léger, mais c'était là, puis ça faisait quand même du bien. Enfin, je me suis dit, est-ce que l'expérience se répète? Puis ça marchait, en fait. Je pouvais lire des trucs genre « La Terre verdit grâce au CO2 ». L'Antarctique n'est pas en train de fondre, il est en train de s'étendre. Les ours polaires, c'est pas vrai qu'ils meurent. Même National Geographic a fait son mea culpa là-dessus. Dans le fond, là, honnêtement, entre se dire on va tous mourir à cause des changements climatiques, puis la crise climatique est vraiment exagérée, honnêtement, on va se le dire, le choix est clair. Puis ce choix-là, il porte un nom. Il s'appelle le déni. C'est pas niaiseux, le déni, hein? C'est même assez pratique. C'est un classique en psycho. On en fait tous à tous les jours sur toutes sortes de sujets. Dans le fond, c'est quand il y a quelque chose de trop douloureux ou de trop menaçant, notre cerveau trouve un moyen de le contourner. Pas pour être épais, là, ou pas pour faire exprès de vivre dans un monde de licorne, pour se rassurer. Puis, franchement, ça marche. On peut retrouver une sorte de calme. On ne se sent plus responsable du sort du monde. C'est même un paradoxe, mais on a l'impression de voir encore plus clair quand on fait du déni. On est comme moins mêlé. Ceci dit, ça a l'air facile, mais ça se mérite, le déni. Hein? Ça s'entretient, ça se cultive. Il faut l'apprendre, le déni. Il faut des méthodes, développer des réflexes. C'est une forme de discipline mentale. Fait que ce que je dois faire ce soir pour aller une coche plus loin, c'est je vais m'improviser comme avec votre coach de déni climatique. Parce que ça ne vient pas naturellement. Donc, je vais décomposer ça en règles simples que j'observe tous les jours, que plein de gens respectent très bien, puis je vais vous apprendre à respecter aussi. D'abord, première règle. Attention aux faits. C'est compliqué, les faits. Hein? Les faits en cachent toujours d'autres à quelque part. Il y a toutes sortes de couches de faits. Puis il y a toutes sortes de faits. Les plus simples, là, c'est les meilleurs. Par exemple, lui. Alexis Cossette-Trudel. Est-ce qu'il est dans la salle ce soir? Non. Ça aurait été le fun. QAnon, Trumpist, Deep State, là, toute la patente. Il avait lu l'article sur les feuilles de tantôt, là, le CO2, c'est cool, ça fait pousser des feuilles. Fait qu'il était tout excité, puis il s'est écrié « Le carbone, c'est la vie ». Honnêtement, il n'y a pas tort. Hein? Il y a des scientifiques dans la salle ce soir, vous me le confirmez. Nous autres, en politique, on ne parle jamais de ça, mais il paraît que c'est vrai. Celui-là aussi, vous le connaissez. Lui, je ne pense pas qu'il est dans la salle ce soir, il est en campagne électorale. Le froid, c'est plus dangereux que le chaud. Chris, mais il a raison. Puis, en plus, le WISE, il rajoute la deuxième règle que je vais vous parler tout de suite après en parlant qu'il y a des mensonges puis de la manipulation autour de ça. Parce que la règle numéro 2, pour être un bon dénialiste, parce que c'est le mot technique, si vous voulez faire fancy, dites moi, je ne suis pas un climato-sceptique, je suis un dénialiste. Soyez critique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'être sceptique d'à peu près tout. D'être rebelle, d'être libre. Dénoncer les moutons, ceux qui font juste croire tout ce qui se dit dans les médias, ceux qui se collent le nez sur les consensus scientifiques. Vous devez apprendre à penser librement.
Des libres penseurs dans la science comme dans les films, hein, il y en a plein. On les adore, tous. Vous remarquez le clash, d'ailleurs, je trouvais ça drôle. C'est toute la même gang. Mais c'est ceux qui changent le monde, réel ou fictif, évidemment, mais à leur façon. Puis vous autres aussi, vous pouvez faire ça. Vous devez trouver votre propre voie. Vous devez faire vos recherches. C'est un cliché, je sais, mais c'est ça qu'il faut faire quand même. D'ailleurs, un petit truc, quand vous faites des recherches, là, avec des outils classiques, là, souvent, vous allez avoir juste de la propagande. Hein. Si vous voulez vraiment avoir des trucs crunchy, pas plates, là, puis plus proches de la vérité, rajoutez des petits mots magiques comme dans vos critères de recherche, comme arnaque, mensonge, fraude. Là, vous n'allez pas tomber juste sur de la propagande, là, vous allez tomber sur les vraies affaires. Ça va vous aider pas mal. Dernière règle, un doute suffit. Dans le fond, il suffit qu'il y ait une craque, le reste va tomber tout seul. On n'a pas besoin de travailler tant que ça sur tous les détails. Hein. En fait, c'est comme dans la vraie vie, les affaires sont pas mal plus faciles à briser qu'à construire. Bien, profitez-en. Ça s'applique aussi à la connaissance, ça s'applique aussi à la confiance, ça s'applique aussi à la démocratie. Bien, profitons-en. Puis quand on se lance dans quelque chose de compliqué, comme lutter contre les changements climatiques, ben on veut être sûr de notre coup. Fait que là, il suffit d'un tout petit doute, puis on ne fait plus rien. C'est encore plus efficace quand il y a des faits compliqués de la science. Là. Ne faites pas avec l'expérience quotidienne. Il a neigé en avril. Il fait froid en juin. Et là, tout à coup, c'est des exemples qui marquent. Servez-vous-en. Les gens réfléchissent avec ce qu'ils vivent au quotidien. C'est important. Puis en plus, honnêtement, on va se le dire, réchauffement au Québec, on en prendra un petit peu plus, puis ce ne serait pas plus grave que ça. Hein? Au-delà de faire des recherches, si vous êtes plus wise que la moyenne, vous pouvez la faire par les autres. Il y a plein d'influenceurs qui sont payés par YouTube, d'ailleurs, pour faire ça à longueur de semaine. Mais si on veut du gros cash pour faire de la grosse recherche, là, il y a une alternative, c'est les entreprises. Ça, c'est le manuel. Ils ont expliqué comment ils ont fait ça pour le tabac, pour les pluvies acides, pour la fumée secondaire du tabac. Les entreprises, c'est la meilleure source de financement pour alimenter le déni. Ils trouvent toujours le moyen de se cacher grâce à l'arme dont je vous parle, le doute. Le doute le plus facile à vendre, c'est le doute sur l'action. Ouais, ben on fait quoi? Parce que le doute, ça rend prudent, ça donne envie de rien faire. Puis les insultes au passage, c'est gratuit, ça fait du bien à des gens comme Jeff. Mais le point, c'est pas ça. Si vous me suivez, vous savez que c'est exactement ça, l'objectif du déni, rien avoir à faire. Fait qu'on a réussi, Jeff a réussi, on fait du déni. Le déni a gagné? Pas tout à fait, mais en garde. Il y a des risques au déni. Le premier, la paranoïa. Le but, c'était de se détendre, mais si on pousse trop de bouchons, c'est plus relaxant pantoute. Penser que tout le monde nous manipule, puis qu'il y a une espèce de groupe méchant qui contrôle la planète, c'est intense, c'est pas du tout relaxant. On commence par le feeling qu'on se fait mentir, puis on finit par dire que la vaccination, c'est une dictature. Hein? On commence par dire « les changements climatiques, c'est pas plus grave », puis après ça, on dit que la décarbonation, c'est de la dépopulation. Puis, finalement, on revient, on va tous mourir. Là, fait que si on dérape, on n'est pas plus avancé. Risque numéro 2, peut-être un peu plus sournois, l'intolérance. Encore une fois, vous vouliez juste pas vous faire vacciner, vous les trouviez bien gossants avec ça, puis vous vous retrouvez à Ottawa avec une gang de troqueurs albertains qui sont contre l'immigration puis la théorie de genre. C'était pas ça votre plan, là. Parce que sur la route du déni, ça se peut que vous fassiez des amis pas très recommandables, puis de vous embarquer dans un genre de package deal douteux, COVID, changement climatique, immigration, tout ça. J'ai presque fini. Puis ça peut devenir vraiment dégoûtant. Hein? Vous finissez par partager un post de Québec fier, grossophobe, transphobe, raciste. Puis ça mène à mon dernier risque. Comme ça, on n'aura pas besoin de m'expulser de la scène.
l'isolement. Parce que, honnêtement, vous ne convaincrez pas beaucoup votre entourage. Hein? Vous allez devenir de plus en plus prévisible et de moins en moins crédible. Ça se peut que ça vous fasse la peine de vous faire traiter d'édenté ou de complotiste. D'ailleurs, il y a des études scientifiques qui confirment que jaser avec un conspi, c'est pire qu'un rendez-vous chez le dentiste. À mesure que tu deviens un héros de l'esprit critique, tu deviens un zéro de la conversation. Fait que le déni, c'est tentant, mais pensez-y comme il faut. Hein? Des menteries réconfortantes, c'est mieux que des vérités plates, c'est sûr, mais le déni, c'est un trou qu'on se creuse. Puis là, c'est ma dernière slide. Fait que mettez-moi pas en bas de la scène. Fait qu'en terminant, je veux dire que voir les choses en face, puis c'est important ce que j'ai à dire, c'est collectivement ce qu'on doit faire. Ça prend du courage d'avoir des convictions, mais ça prend des fois plus de courage de prendre le temps, quand même, d'entendre les convictions des autres. Peu importe le sujet, en démocratie, c'est ensemble qu'on réfléchit. Merci. Je voulais pas vous kicker hors de la scène, mais là, ça coupe sur le temps de questions. Là. J'ai eu peur à un certain moment donné. Là. Je suis pas méchante de même. Ça coupe sur le temps de questions, mais je pense que vous êtes un gentilhomme et que vous allez rester dans la salle pour les questions des gens. Oui. OK. Donc, on a le temps à une seule question au micro. Oui. C'est pas très original comme question, mais si on connaît quelqu'un qui est justement dans le déni tel que décrit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a priori. Parce que si c'est quelqu'un dont on se soucie, la priorité, c'est de garder un contact humain. C'est ça qui est le plus important. Puis on peut réussir à s'aimer même si on n'est pas d'accord. Puis vous pouvez réussir à développer votre capacité d'écoute à un niveau que vous ne vous douteriez pas. Ça sert à rien de marteler des faits en réplique puis des notes de bas de page pour dire comment il y a des études qui montrent le contraire. Malheureusement, c'est pas ça le dialogue démocratique. C'est peut-être ça le dialogue scientifique, mais pas le dialogue démocratique. Donc, garder le contact, je dirais que c'est... Si c'est quelqu'un qui vaut la peine, je dirais que c'est la meilleure chose à faire. Merci. Allô? OK. Merci beaucoup. Donc, comme j'ai dit, vous allez sûrement rester dans la salle pour des questions. Bien, merci. je vais reprendre le capteur. C'est là que je vous kick de la scène. C'est assez. On poursuit la soirée avec la dernière et non la moindre, étudiante en droit, spécialisation de droit international, changement climatique, Cécile Radio-Civique Batardi. OK, j'entends des rires, je l'ai peut-être mal dit, en tout cas. Aux armes juridiques, entre parenthèses, citoyens. Bien joué. Ouh, il y a du monde. Bon, moi, je me suis pas concertée avec Sylvain, mais j'ai une question pour vous aussi. Est-ce que vous trouvez pas que les changements climatiques, en parler, tout ça, c'est stressant? Honnêtement, répondez-moi. Alors, pour ça, on se met donc tous d'accord, c'est stressant. J'ai une super nouvelle pour vous. Les changements climatiques n'existent pas. Il a dit que c'était une fake news. Oui, je sais. Lui, il n'est pas dans la salle, c'est sûr. Et pourtant, désolé Donald, mais ça existe bien. On va partir un peu d'un constat dans le monde. Moi, je suis juriste, je suis candidate au doctorat, donc du coup, forcément, je vais essayer de vous parler de trucs un peu savants pour faire bien. Mais en fait, non, pas tant. En fait, il faut dépasser le modèle juridique actuel. Je ne vais pas vous en parler. Vous pourrez dire dans les effets, vous ne le voyez pas tant. Vous n'avez pas tort.
Les changements climatiques, ben, c'est quoi? Ça a multifacette, ça va à travers le monde, ça n'a pas de frontières, c'est un défi qui est global et inédit. Et là, j'ai mis un mot savant, anthropocène. C'est quoi anthropocène? C'est tout ce qui est lié aux activités humaines. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les acteurs sont concernés. C'est qui? Ben, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est là-bas, ceux qui ont rigolé, c'est moi. On est tous concernés. Et il y a un truc génial là-dedans, c'est les procès climatiques. Bon, vous allez me dire, t'es juriste, donc c'est normal que t'aimes les procès. Non, non, je vous jure que non. Bon, les changements climatiques, je vous ai mis la grosse définition un peu baveuse là. C'est quoi? C'est des choses qui altèrent la composition de l'atmosphère mondiale, qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat, etc., etc. On a compris, inondations, sécheresse, vagues de chaleur, cyclones, je vous en passe. Là-dedans, qu'est-ce que peut faire le droit? Ben, le droit, il a quoi comme rôle? De structurer. Donc, il faut qu'ils viennent établir un cadre au service de la société. Et encore mieux, les changements climatiques, c'est lié au droit international en premier. Mais le droit international, devinez quoi? C'est politique. Donald Trump l'aime beaucoup. Donc le droit doit établir un cadre. À côté de ça, on a la société civile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc c'est nous tous. La société civile, elle s'est réveillée, elle a dit « ouais, il y en a marre ». Donc, on parle d'une société qui veut pallier l'inertie climatique, qui veut de l'effectivité, qui veut reprendre son pouvoir. Et ce pouvoir, vous l'avez tous en vous. Il y a 3 grands axes. Les procès climatiques, je vous jure, c'est pas parce que je les aime. Les actions des ONG et autres, et la mobilisation de la société civile. Mais tout ça, ça se regroupe un peu dans le même panier. C'est comment prendre les armes face au changement climatique. Bon, là, je vous ai mis une photo de George W. Bush. Vous pouvez le voir, il est à son meilleur aspect. Ça prend naissance quand? Au début des années 2000, donc c'est pas si vieux, aux États-Unis, parce que George W. Bush n'avait pas voulu faire ratifier le protocole de Kyoto. C'est un protocole qui n'a pas très bien marché. Je vous promets, c'est la seule fois où je vous parlerai de trucs juridiques. Donc du coup, les citoyens américains, ils ont décidé de se saisir des tribunaux et de faire entendre leur voix autrement. Donc là, c'est le début de quelque chose d'inédit, d'assez intense. Les procès climatiques. Donc en premier temps, c'est des actions contre les États pour les faire obliger en fait à respecter leurs obligations. En deuxième temps, c'est des actions contre les entreprises, parce que eux, c'est pareil, je vois pas pourquoi ils y échapperaient. Donc du coup, la société civile, elle se retrouve vachement active et elle utilise le droit comme une arme dans les arènes juridiques. Ben oui, puisque maintenant, c'est plus des tribunaux, c'est des arènes. Il y a aussi les actions des ONG, je vous en avais parlé tantôt, comme le réseau Climate Action Network, 1989. Donc ça existe toujours, il y en a plein d'autres. C'est pareil, c'est pour prendre en compte la responsabilité de chacun, développer aussi les points de vue des pays en développement. Bref, super intéressant. Suspense. Et enfin, la mobilisation de la société civile. Donc là, en fait, la société civile, elle va s'emparer du droit avec des acteurs nouveaux au sein de nouvelles arènes, comme je disais. Elle va mettre au centre aussi l'urgence climatique, parce que non, c'est pas une fake news. Je suis d'accord avec mon collègue Sylvain. C'est pas une fake news, c'est bien une réalité. Et donc, il y a une urgence d'agir et de mener des actions significatives. Et puis là, il y a aussi une ébullition des initiatives, j'en perds les mots. Parce que si on est tous là ce soir, c'est parce qu'on a envie d'échanger sur le sujet, ça nous intéresse, etc. Même si on trouve ça stressant. J'ai bien retenu. Donc, par exemple, l'initiative Unicé, donc c'est ce que vous parlez, Elisabeth, tantôt, qui a été avec l'université de Sherbrooke, qui essaye de créer un réseau international, de mener des initiatives pour lutter contre les changements climatiques. Bref, si vous voulez qu'on s'en jase après, je serai dispo. Et toutes ces petites choses, que ce soit Cannes, que ce soit Unicé, que ce soit vous tous, en fait, ça rappelle l'importance du pouvoir. Parce que le pouvoir, il n'appartient pas qu'aux politiques. Les politiciens, les politiciennes, ils sont là parce que nous les avons élus. Bon, sauf si on vit dans certains pays. Mais du coup,
Il y a vraiment une lutte pour le pouvoir. Parce que les changements climatiques, on le voit avec nos voisins du Sud, c'est devenu un enjeu politique. Ça fait bien longtemps, mais là, c'est encore pire. Donc, maintenant, tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut le contrôle des changements climatiques, tout le monde veut savoir ce qui va s'en dire. Mais ce qui est nouveau, c'est que nous avons le pouvoir de reprendre notre pouvoir. Les leviers d'action, c'est quoi? Individuel, chaque action compte. Manifestation, et je ne parle pas de la loi de la manifestation ou truc spirituel. Les décisions politiques, l'exigence de transparence et d'amélioration, et la justice. Bon, en 1830, il y en avait un qui avait peint un truc super sympa qui s'appelle « La liberté guidant le peuple ». Au final, Marianne... Oui, je suis française, donc du coup, j'ai voulu mettre une ref. Au final, Marianne a encore du travail, mais il y a quand même de l'espoir parce que la société, toi, mais tout le monde se sent concerné quand même, mine de rien, et pas le monde de son engagement et de sa conscience citoyenne. Donc on prend les armes juridiques pour opérer une révolution. La justice climatique est un pont entre la société civile et les décideurs politiques. Ça permet de véhiculer des choses qu'on a gardées en nous depuis trop longtemps, qu'on en a marre. Comme je dis, c'est l'ingrédient manquant en fait, d'une recette qui est bien trop usée, où les citoyens sont fatigués, comme nous, parce qu'on est citoyens, d'entendre le même discours. Et maintenant, on demande des choses concrètes. C'est bien beau de dire « Ah ouais, on va lutter, on va faire ci, on va faire ça. » Ouais, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les résultats? Comment ça se traduit? J'ai un point rassurant pour vous. On parle d'un sujet qui n'est pas très le fun, c'est vrai. C'est que dans un monde incertain, celui dans lequel nous vivons, spoiler alerte, au moins il y a une certitude, c'est que les enjeux climatiques demeurent. Encore une fois, désolé de Donald. Bon, ils demeurent, donc c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on vit une tragédie, c'est pas faux, mais aussi on vit une époque où, comme je l'ai dit tantôt, on pouvait reprendre notre pouvoir. Et l'espoir, je veux pas que ça soit une injonction, mais l'espoir, il réside en chacun d'entre vous. Au final, le message que je veux vous transmettre, parce que j'ai fait mes recherches, mon mémoire sur les procès climatiques, la thèse, je vous en parle pas, ça sera pour une autre fois. Là, c'est pour d'être les héros, en fait, de la planète, parce qu'elle en a besoin. Tout simplement, il vous appartient, il nous appartient de faire entendre notre voix, de nous mobiliser pour sauver notre planète. On n'a qu'une vie, c'est vrai, on le dit tout le temps. Ah ouais, c'est bon, on n'a qu'une vie, allez, ouais. Mais on n'a aussi qu'une planète. Donc si on n'a qu'une planète, il faut la préserver. Et pour ça, il faut prendre les armes juridiques. Je suis contre l'utilisation des armes. Donc c'est à nous de créer les contours en fait de cette nouvelle ère. C'est à nous de nous réapproprier le pouvoir. C'est à nous de faire émerger un nouveau droit international du climat en saisissant les tribunaux, en se manifestant, en faisant de la manifestation pas spirituelle. Chaque action compte. Vous croyez que ça n'a pas d'importance? Ça a de l'importance. Et puis si tout le monde se dit ça, à la fin, il ne se passe rien. Donc non, je vous rassure, chaque action compte. Tout ce que vous faites, ça va pour aider les choses en tout cas. Donc, the end pour le moment. Ça m'a pris un peu de cours. J'étais en train de faire une story pour Instagram du Bistro Brain. Sorry. J'étais prise par mon rôle de sociomédio. Réseau, en tout cas. Il là là. Désolée, Alexis, ris pas de moi. OK, oui, période de questions. En avant. Oui, on a vu dans les dernières semaines là, aux États-Unis, il y a eu Greenpeace, dans le fond, qui a finalement perdu sa bataille, qui, je pense, on pourrait qualifier de poursuite bâillon par l'entreprise qui l'a poursuivi et qui a finalement gagné. Est-ce que, par exemple, aux États-Unis, si on voit que de plus en plus la Cour suprême tourne vers des juges de plus en plus conservateurs, est-ce qu'on va voir ça, de plus en plus des pertes de procès de cette façon-là?
Alors, merci pour cette question sur l'avenir des États-Unis et au niveau des pertes de procès climatiques. Bon, je ne suis pas voyante, même si je lis les cartes. Globalement, vu comment ça se passe, j'aurais tendance à dire que oui. Parce que comme je vous le disais au début, le droit, c'est un instrument aussi politique. Donc on voit au final l'influence. Alors que normalement, il devrait y avoir une séparation des pouvoirs qui est très claire. Aux États-Unis, on constate depuis le 20 janvier que la séparation, elle est plus si claire que ça. Elle n'est pas très étanche. Donc les juges se font influencer et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux qui se font instrumentaliser alors que la justice devrait être impartiale. On peut se questionner, hélas, maintenant, sur la justice à ce niveau-là. Après, je ne veux pas faire de généralité. Il y a des juges qui sont très combattants. Donc, oui, je pense que ça va arriver, mais j'espère que les juges, que la justice va quand même garder le cap. On a une question au micro à l'arrière. Merci beaucoup, Cécile, pour ta présentation. C'est super bon. Tu as fait part de la notion de pouvoir. Donc, notamment les acteurs politiques, les acteurs, on pourrait le rendre plus grand aussi, les acteurs non étatiques, par exemple, les grandes entreprises, etc. Qu'est-ce qu'on dit aux personnes pessimistes qui disent, à l'inverse de ce que tu as présenté, qu'en fait, on n'a pas le pouvoir vraiment? C'est concentré envers les personnes riches ou les acteurs qui sont à la limite intouchables, notamment. On répond quoi à ça? Merci, Nicolas. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai plusieurs réponses, mais elles ne peuvent pas être dites à haute voix. Sinon, globalement, effectivement, il y a de quoi être pessimiste. Mais le pouvoir, on l'a parce qu'on vit dans un état de droit. On a un pouvoir de vote. On a le pouvoir de manifester. On a le pouvoir... on a la chance d'être quand même dans un pays où la démocratie règne. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. J'en suis bien consciente, et c'est bien malheureux. Mais il faut savoir aussi qu'on a notre rôle à jouer. Voilà. C'est vrai que c'est facile de se dire « Ah ouais, non, moi je ne suis pas le PDG de chez Total, donc je ne peux rien faire. » Non. À chacun à notre échelle, ça compte. Donc, le pouvoir, on l'a, il faut le chercher. Et une fois que tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Oui, une autre question à l'avant. Est-ce que tu veux mon micro? Pas de lécher. Non, lèche pas le micro. Ah, pas de léchage du micro. Ouais. D'accord. Moi aussi, je fais un doc en droit sur les enjeux environnementaux, donc je ne sais pas comment ça se fait qu'on ne se connaît pas. Moi non plus. Oui. On va discuter après. On va vraiment discuter après. C'était pour dire reste après. Mais j'arrive avec une question qui est comment ça se fait qu'aujourd'hui, on diplôme des étudiants en droit qui, fondamentalement, deviendront des procureurs, des juges sans aucune formation environnementale. Donc, à savoir, est-ce que, finalement, ton pouvoir, toi et moi, c'est pas d'aller former ces étudiants aussi aux enjeux, parce que c'est des enjeux qui sont extrêmement compliqués. Je ne sais pas s'il y a des personnes sensibles à la biodiversité ici, mais maudit que c'est compliqué. Et puis, en fait, peut-être qu'on... Désolé, messieurs les juges et madame les juges, mais peut-être qu'ils n'y comprennent rien aussi. C'est une super bonne question. On va discuter après, je te dis. Pareil, il y a plein de choses, je ne peux pas te répondre à haute voix, je vous le dirai après. Hein. Mais oui, effectivement, les procès climatiques, c'est assez récent, par exemple, donc ça montre une mobilisation d'il y a 25 ans. C'est très très jeune hein, à l'échelle de l'humanité. Donc c'est nous qui avons le pouvoir de former les personnes qui vont rendre des décisions, parce que oui, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui vont siéger à la Cour suprême et qui ne croient pas, au changement climatique. Je vise personne. Donc effectivement, c'est aussi notre pouvoir. Mais dans ce cas-là, le pouvoir, il est quand même pas perdu puisqu'on le détient d'aller faire changer les choses. Il ne faut pas oublier que c'est des enjeux qui sont non pas récents, mais connus récemment, pris par les politiques récemment, pris par la société civile aussi récemment. Donc, le pouvoir, oui, ça peut être toi qui va aller former futurs juges, etc. Ça peut être Elisabeth à la biodiversité qui va aller former des étudiants en biodiversité. Tout le monde, à sa manière, contribue, mais c'est compliqué. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. On applaudit Cécile. Je suis pas mal certaine qu'elle va rester dans la salle pour ceux et celles qui sont intéressés à lui poser des questions.
Donc, c'est maintenant la fin du Bistro Brain. C'est le temps de faire un petit... Mais avant de nous quitter, si vous vous souvenez bien, il y a le quiz. Mais avant le quiz, on ne sort pas tout de suite les codes cœur. Wow. J'ai des remerciements à faire. Loïc qui a été trop vite sur le code cœur. Donc, je commence par vous remercier, cher public. 127 personnes, c'est pas rien. Donc, on s'applaudit. On remercie les présentateurs, des présentations super intéressantes. Ensuite, sans les bénévoles, il n'y aurait pas la soirée. Ben, non, oui, il y aurait la soirée pareil, là. Désolée, je me suis un peu trop... En tout cas. Donc, à l'accueil, il y avait Eva et Alexis. À la captation vidéo juste en avant, Anna-Ève. À la console, Loïc, et au réseautage, Gaël. Ensuite, on remercie le staff du BOC qui vous a servi toute la soirée. On avait Marianne, Tristan et Andréane au service, ainsi que Raphaël à la cuisine. On remercie, il y a beaucoup de remerciements, les collaborateurs, le climatoscope, le CUF, le thème fédérateur et UniC. On remercie les commanditaires de la soirée, la FEUS, le SAREUS, le REMDUS, le FSRQ, donc Colin, Geneviève Laroche,